je vous propose de basculer dans le deuxième temps de l'exposé, rappelez-vous, où il s'agit de chercher de façon un petit peu plus précise à identifier les constituants de la relation d'autorité. Sur quoi repose cette relation? De quoi est-elle constituée? Quelle modélisation peut-on envisager? Et je vais vous proposer plusieurs modélisations avec, in fine ou à terme, une modélisation proposée par Vanessa Juanez Alvarez, qui est chercheuse en Suisse, et qui, me semble-t-il, est robuste, en tout cas permet d'approcher l'autorité éducative telle que nous sommes en train de la définir. Premièrement, et c'est quelque chose d'important, on a parfois tendance à considérer que l'autorité ne concerne que certaines catégories, et notamment catégories de personnes ou catégories d'enseignants. Quand on est jeune prof, par exemple, on est de fait un peu plus en difficulté pour exercer son autorité en classe, alors qu'à l'inverse, quand on est un enseignant plus expérimenté, c'est une question qui coule de source et qui n'est même plus véritablement traitée. En réalité, quels qu'ils soient, tous les enseignants, bien qu'ils y soient confrontés à des degrés différents, sont confrontés à cette problématique. Parce que cette problématique, vous l'avez compris, est inhérente à l'action éducative. On ne peut pas véritablement penser l'éducation sans penser réciproquement le lien d'autorité qui est construit entre l'adulte et l'enfant, entre l'enseignant et l'élève. En revanche, ce que l'on sait, et la littérature scientifique le montre, c'est que certains enseignants, entre guillemets dits experts, des enseignants qui ont de l'expérience et de l'expertise dans leur domaine, sont capables de construire des repères leur permettant de faciliter les échanges qu'ils peuvent avoir avec les élèves et la mise au travail, l'engagement des élèves dans le travail. Bruno Robb propose 3 significations distinctes. Et je vous les présente parce que, vous allez voir, elles nous permettront par la suite de bien comprendre de quoi l'autorité est faite. Ces 3 significations distinctes, être l'autorité, avoir de l'autorité et faire autorité, sont issues d'un travail conduit initialement par Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation nationale, et recoupe quelques propositions formalisées, il y a déjà maintenant un siècle, par Max Weber. Être l'autorité. Bruno Robb dit « l'autorité a une dimension statutaire ». Être l'autorité, c'est incarner une figure d'autorité à l'intérieur de la classe parce que mon statut me le permet. Or, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que cette dimension statutaire ne suffit plus. Elle ne suffit plus parce que justement, le statut peut être remis en cause et n'apparaît plus comme une source de légitimité suffisante pour qu'un lien d'influence positif s'installe entre l'adulte et l'enfant. Avoir de l'autorité, c'est s'autoriser à agir en vertu d'un ensemble de savoirs d'action que je possède, que j'ai construit et qui me permettent, d'une certaine façon, d'ajuster mon intervention aux élèves. Ce qui veut dire qu'un enseignant qui a de l'autorité, c'est un enseignant qui possède un certain nombre de savoirs d'action que Bruno Robb décline quasi essentiellement en techniques de communication efficaces, nous y reviendrons, et en la possibilité de construire des dispositifs d'apprentissage qui sont adaptés aux caractéristiques des élèves et à leurs besoins. Enfin, faire autorité, c'est d'une certaine manière incarner sa compétence à l'intérieur de la classe, dans la relation avec les élèves. C'est mettre l'ensemble de ses compétences au service des apprentissages et du travail. C'est posséder un ensemble de savoirs théoriques qui sont incarnés dans la situation de classe. Et bien évidemment, ces 3 significations de l'autorité ou ces 3 composantes sont interreliées et complémentaires. Pour faire autorité, il faut nécessairement que je possède un ensemble de savoirs d'action et ces savoirs d'action découlent du statut que je possède à l'intérieur même d'une institution donnée.
Je vous propose de réfléchir à la question du faire autorité, parce que c'est la question qui nous concerne peut-être le plus. Runs Christian, dans un travail qui consiste à établir une analogie entre ce qu'il appelle la métaphore théâtrale et le travail enseignant, dit la chose suivante. Il dit d'une certaine manière, lorsque l'on est enseignant, on monte sur scène. On endosse un costume à la manière d'un acteur, et ce costume, il est fondamental parce qu'il permet à l'enseignant de délivrer un message aux élèves en adoptant des techniques de communication verbale et non verbale qui rendent congruente son discours. Il dit d'une certaine manière, et en lien avec les travaux d'Erving Goffman en sociologie, que l'activité enseignante, c'est une activité qui consiste à ne pas perdre la face. C'est une activité qui consiste à garder la face, qui consiste à convaincre aussi les élèves qu'ils ont raison de vous écouter et qu'ils ont raison de travailler selon les dispositions que vous fixez. En conséquence, il y a un certain nombre de travaux qui se déploient aujourd'hui autour de ce que l'on appelle le jeu émotionnel. Je pense par exemple aux travaux d'Oriane Petiot, de Jérôme Visioli, et ces travaux montrent que les enseignants jouent sur différents registres de communication et sur différents registres langagiers pour établir des liens avec les élèves à l'intérieur de la classe. Et peut-être qu'à un premier niveau, faire autorité, c'est ça. C'est être capable d'établir des liens communicationnels avec les élèves pour fluidifier les relations intersubjectives que vous pourriez avoir avec les élèves qui font partie de votre classe. C'est, d'une certaine manière, avoir une présence corporelle qui vous amène à transmettre un certain nombre de valeurs et de principes aux élèves. C'est jouer sur le registre de l'émotion, en étant tantôt capable d'incarner véritablement une émotion, tantôt capable de la mimer, en extrémisant certaines émotions pour faire prendre conscience aux élèves de certaines choses, en étant capable parfois de modérer ou de moduler son engagement, bref, de jouer à un jeu qui peut s'apparenter à un jeu théâtral. Deuxième remarque sur le faire autorité, je vous en ai parlé tout à l'heure en introduction, faire autorité, c'est nécessairement penser à la question des contenus. Ce qui veut dire que contrairement à un certain nombre d'idées reçues, l'autorité n'est pas qu'une affaire de pédagogie. Si on entend par pédagogie des tâches, des réflexions dédiées à l'organisation du travail, et si on entend par didactique des tâches ou des réflexions dédiées à la question des savoirs et des contenus. Pour faire autorité, il est nécessaire de réfléchir au contenu, car les contenus, nous dit Annick Davis, sont disciplinants. Les savoirs disciplinaires sont disciplinants. Les savoirs disciplinaires sont disciplinants et ceux qui socialisent dans les limites de ce que peut l'école, c'est d'apprendre quelque chose qui vaille le respect de la règle. Lucria utilise une autre formule, là encore, qui moi me guide à titre personnel. Il dit « Les savoirs scolaires fantômes ne peuvent faire tenir durablement des situations éducatives ». Les savoirs scolaires fantômes ne peuvent faire tenir durablement les situations éducatives. En d'autres termes, si la question des savoirs est passée au second plan, il est impossible véritablement d'exercer pleinement et entièrement son autorité en classe. C'est déjà le constat que fait Marc Durand au début des années 2000, lorsqu'il met en avant une pyramide de préoccupations en partant du principe que les enseignants débutants, par exemple, sont focalisés sur la question de l'ordre et du contrôle. Et le paradoxe, c'est qu'en étant focalisés sur la question de l'ordre et du contrôle et en délaissant volontairement la question des savoirs, leur autorité est rendue impossible, est contestée.
Parce que ce qui mobilise un élève, c'est d'apprendre quelque chose de stimulant. Ce qui mobilise un élève, c'est la possibilité de se voir progresser. Ce qui mobilise un élève, c'est la possibilité de travailler dans la perspective d'apprendre, donc de se transformer. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir de réflexion qui déconnecte ces deux caractéristiques de la relation d'enseignement. Je vous renvoie aux travaux de Doyle, à la fin des années 80, qui dit « Enseigner, c'est réaliser deux grandes tâches distinctes et néanmoins complémentaires qu'il faut nécessairement concilier. La première, gérer la classe, parce qu'un enseignant doit être capable de gérer la classe. La seconde, instruire. En d'autres termes, faire apprendre les élèves. Et il faut penser ces deux tâches de façon concordante et conciliante et non de façon juxtaposée. Leur juxtaposition conduit à un déficit d'autorité, d'une certaine manière. Leur conciliation permet de penser l'autorité comme un processus imbriqué. C'est ce que disent Valérie Lucie Borer, Vanessa Juanez Alvarez et Bruno Robb dans un article paru en 2022 où ils mettent en avant une idée principale, et c'est une idée que je vais défendre, et j'y reviendrai tout à l'heure lorsque l'on parlera plus spécifiquement de la question de l'autorité en EPS. L'autorité ne se réduit pas à la gestion de classe. L'autorité ne se réduit pas à la gestion de classe et à la gestion de cadre. L'autorité est aussi une affaire de contenu et d'apprentissage. Et il n'est pas possible de penser ce concept ou cette notion, de penser cette relation, tant que l'on envisage les choses sous un angle segmenté. C'est à l'inverse la conciliation, la concordance et le rapprochement, la convergence des objectifs, gérer le cadre et faire apprendre, qui garantit d'une certaine manière l'efficacité pédagogique et didactique de l'enseignant. Alors, j'en arrive à ce modèle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est proposé par Vanessa Juanez Alvarez, et qui consiste à penser l'autorité autour de 5 dimensions fortes. De quoi l'autorité est constituée? En premier lieu, du statut. Le statut peut faire autorité, c'est une source de légitimité. Lorsque vous êtes enseignant, vous n'êtes pas élève. Lorsque vous êtes élève, vous n'êtes pas enseignant. C'est la raison pour laquelle les élèves à qui vous demandez d'arbitrer un match ont plus de difficultés que vous à l'arbitrer. Parce que leur statut n'est pas nécessairement reconnu par leur père. Donc l'autorité se fonde en partie sur le statut, mais en partie seulement. Elle se fonde également sur un certain nombre de qualités dites personnelles. Vos capacités à communiquer, vos capacités à échanger, votre calme, votre patience, votre tempérance, votre tolérance, votre exigence, vis-à-vis par exemple des normes que vous entendez construire à l'intérieur de l'espace de classe. Des qualités personnelles qui sont liées d'une certaine façon à votre idiosyncrasie, c'est-à-dire à ce qui fonde votre subjectivité. Et là où il me semble que Vanessa Juanez Alvarez propose un pas en avant par rapport notamment aux travaux de Bruno Robb sur lesquels elle prend appui, c'est qu'elle décline la compétence en 3 dimensions distinctes. Elle dit, d'une certaine manière, on parle d'autorité par compétence sans trop véritablement savoir ce que l'on met derrière le mot compétence. Et elle dit en réalité, la compétence est constituée de 3 registres d'expertise distincts. Premier registre d'expertise, l'expertise dans la gestion du cadre. Un enseignant qui exerce son autorité efficacement, il est capable de poser un cadre clair, de poser un cadre avec des limites contenantes. Dominique Ginet parle de cadre souple dur. Et j'aime bien cette expression car elle renvoie à 2 caractéristiques distinctes. Premièrement, il faut que le cadre soit clair et que les règles soient lisibles. Et deuxièmement, il faut que le cadre soit malléable. Malléable car l'enjeu c'est toujours de s'adapter à la réalité des pratiques de classe et la réalité des pratiques de classe n'est jamais écrite à l'avance. Les enseignants qui sont capables de moduler le cadre sont, au sens d'Anne Jorot, capables de puiser dans le kairos, c'est-à-dire dans l'art d'improviser. Il faut donc jouer entre planification et improvisation. C'est ce que disait déjà Tochon au début des années 90. Tochon disait
l'enseignant expert, un enseignant, il improvise et il planifie. Et il appelle même cela la planification improvisée. Il planifie nécessairement car son plan d'action lui permet de savoir ce qu'il va faire et comment est-ce qu'il va accompagner les élèves. Et en même temps, il improvise car la capacité d'un enseignant expert, ou du moins la compétence de l'enseignant expert, elle repose sur quoi? Elle repose sur la possibilité de saisir véritablement ce qui se joue dans la classe. Vous avez une étude conduite par Nicolas Perrin et Luc Ria qui met justement en avant cette idée-là, c'est très intéressant. Ils disent « Les enseignants qui sont débutants sont moins capables de saisir l'impromptu et les opportunités qui s'offrent à eux. Les enseignants qui sont débutants sont plus souvent pilotés par la construction d'un cadre préalable. Le plan d'action prévisionnel, ils souhaitent le réaliser dans la classe. Tant et si bien que, attachés à leur plan d'action, d'une certaine manière, ils sont moins attentifs au comportement des élèves. Et en étant moins attentifs au comportement des élèves, ils ne tiennent pas compte d'une variable essentielle et indispensable à l'échelle du métier que nous faisons, l'activité in situ. Donc, être expert dans la gestion du cadre, c'est construire, à l'image de ce que peut dire Dominique Ginet, un cadre souple-dur, un cadre qui est érigé à partir de règles claires et lisibles, et en même temps un cadre qui est malléable pour tenir compte des besoins des élèves. La compétence, bien évidemment, et vous l'aurez compris, j'ai insisté dessus tout à l'heure, elle se fonde sur l'expertise didactique de l'enseignant. Et cette expertise didactique, elle consiste à introduire dans la classe et dans les situations d'apprentissage vécues un ensemble de savoirs et de contenus qui apparaissent cohérents, adéquats aux besoins des élèves. Cette expertise didactique, elle est à penser, bien évidemment, dans l'interaction avec les élèves. La possibilité d'encadrer, de conseiller, de réguler, d'accompagner, de réviser certaines situations d'apprentissage parce qu'elles ne correspondent plus véritablement aux besoins exprimés par les enfants. La possibilité d'aider chacun à progresser. C'est une idée, il y a quelque temps, qu'on avait défendue avec les copains du CRIEPS lorsqu'on a pensé à l'évaluation par capitalisation. Et derrière l'idée de l'évaluation par capitalisation, il y a une idée qui nous semble essentielle et qui tient compte, d'une certaine manière, d'un principe éthique auquel, à titre personnel, mais collectivement, nous étions très attachés. L'idée qu'un enfant doit se voir progresser pour continuer à apprendre parce que le progrès est le fil conducteur de la motivation. Le progrès est le fil conducteur de la motivation et il n'y a rien de plus déroutant que de fournir des efforts sans obtenir de récompense ou de résultat. La possibilité de progresser et plus encore de se voir progresser, c'est-à-dire de prendre conscience de ce que je suis capable de faire et de ce que je réalise, est absolument nécessaire pour entretenir une motivation à apprendre. Et souvent, je raisonne de cette manière-là avec les étudiants. Je prends cet exemple parce qu'il me semble parlant. Je leur dis en natation, lorsque vous êtes avec des élèves qui sont non nageurs, et que ces élèves, au terme d'une séquence d'apprentissage de X leçons, deviennent nageurs, ils se rendent compte du pas en avant, ils se rendent compte des progrès accomplis. Ils passent d'élèves parfois phobiques dans le milieu aquatique à des élèves qui sont capables de se déplacer en relative autonomie dans un environnement, qui ont donc construit des pouvoirs moteurs les aidant à s'affranchir d'une certaine manière des limites qui étaient les leurs initialement. Ce pas en avant, il est conscientisable dans la mesure où il est tangible. Et malheureusement, trop souvent, les apprentissages qui sont entrevus pendant les leçons d'éducation physique et sportive sont des apprentissages clandestins. J'entends par apprentissage clandestin des apprentissages qui ne permettent pas toujours aux enfants de savoir qu'ils ont appris ce qu'ils ont appris. Et moi, le test que je faisais, et c'est un test pour le coup, qui peut éprouver votre foi en votre compétence enseignante, donc faites-le avec modération, c'est demander par exemple à l'issue d'une séquence d'enseignement aux élèves ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont retenu. Et bien souvent, ils ont retenu des choses qui sont signifiantes pour eux, mais qui sont anecdotiques pour vous.
parce qu'il y a, là encore, dissonance entre le cheminement didactique de l'enseignant et les perceptions, les représentations que les élèves peuvent avoir de la leçon qu'ils ont vécue. En dernier lieu, dernier registre d'expertise, la compétence de l'enseignant, elle repose sur une expertise relationnelle. Cette expertise relationnelle, au sens peut-être de ce que Éric Prérat appelle le tact. Éric Prérat définit le tact comme le sens de l'adresse et de l'à-propos. Avoir du tact, c'est savoir que Mathieu n'est pas Julie et que Julie n'est pas Ludovic. Et donc s'adresser à des élèves de façon singulière et particulière en tant qu'ils sont des élèves individuellement différents les uns des autres. L'expertise relationnelle, c'est la capacité d'une certaine manière à appréhender tout à la fois l'individu et le collectif. C'est la capacité à créer une dynamique de travail à l'intérieur de la classe qui peut être entretenue par les relations sociales positives que vous entretenez avec les élèves. De fait, selon le modèle de Vanessa Juanez Alvarez, l'autorité repose sur ces 5 dimensions, sur ces 5 constituants. C'est ce qu'elle nomme les facteurs internes de l'autorité, car propres d'une certaine manière à l'enseignant. Et je trouve que c'est un modèle qui a pour mérite de clarifier les choses et de bien préciser ce que l'on peut entendre par autorité par compétence, souvent un peu flou comme terme.